Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au CUM et je souhaite la bienvenue à notre invité, Jacques-Olivier Boudon, qui est professeur à la Sorbonne et président de l'Institut Napoléon et qui a écrit énormément évidemment sur Napoléon, qui est un grand spécialiste reconnu, réputé de Napoléon et qui vient aujourd'hui nous présenter un livre sous un angle un petit peu différent des livres qu'il avait signés jusqu'ici, puisqu'il s'agit des complots, des attentats contre Napoléon qui ont finalement fait qu'au lieu de l'abattre, ont encore grandi et propagé sa puissance et son pouvoir. C'est toujours donc un être très, très complexe, très, très ambivalent et toujours un grand homme que nous célébrons quand nous parlons de Napoléon. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous souhaite une très bonne conférence. Je souhaite la bienvenue à notre invité. Merci. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi pour vous entretenir de ceux qui ont souhaité tuer Napoléon. Et je tiens à remercier le CUM et Karine Marais pour leur invitation. Alors, vous le savez, et vous ne seriez sans doute pas là si Napoléon Bonaparte avait été tué dans les premières années du consulat. Il ne l'a pas été, naturellement, et donc tout ce dont je vais parler, ce sont des échecs, les échecs de tentatives pour mettre un terme soit à la vie de Napoléon, soit à son pouvoir. Nous verrons qu'il y a des différences entre les complots, conspirations, attentats dont il a été victime. Je vais d'abord commencer par vous transporter à Montereau, le 18 février 1814. Aucune tentative ce jour-là d'attentat. Mais Napoléon reprend son destin d'artilleur et il pointe un canon sur les troupes autrichiennes en dessous de la colline de Survilliers. Là, son état-major cherche à l'en dissuader parce qu'il est en danger, il devient une cible pour les troupes adverses, et Napoléon s'exclame « Le boulet qui doit me tuer n'a pas encore été fondu ». Pourquoi j'évoque cette anecdote? Parce que Napoléon a toujours été persuadé, au cours de son existence, qu'il était en quelque sorte protégé des dieux, guidé par sa bonne étoile, c'est un terme qu'il utilise dès la première campagne d'Italie. Donc il est persuadé qu'aucun risque ne peut le faire mourir sur le champ de bataille et dans la vie civile. Et pourtant, lorsque l'on relit le mémorial de Sainte-Hélène, on s'aperçoit que Napoléon a été sensible aux tentatives de complot ou d'attentats qui ont été perpétrés contre lui. Et notamment à deux tentatives dont je vous parlerai dans un instant. La première, c'est celle que l'on appelle la conspiration des poignards d'octobre 1800, dont le principal protagoniste est un sculpteur romain qui s'appelait Giuseppe Ceracchi et qui l'a effectivement menacé, et il en conserve encore le souvenir 20 ans plus tard. Et l'autre attentat qui l'a directement marqué, c'est celui de Staps, ce jeune Allemand qui, à Vienne, en 1809, a tenté de mettre fin à la vie de Napoléon. Donc Napoléon n'a jamais été véritablement victime d'attentats. Aucun des conspirateurs dont je vais parler n'a pu s'approcher de très près, sauf Staps, d'une certaine manière. Mais ces attentats ont contribué, ont jalonné le régime et ont contribué d'une certaine manière à renforcer la puissance de Napoléon. Car, comme on va le voir, soit Napoléon fait silence autour des attentats qui ont été commis contre lui, soit au contraire, il les exploite, il les instrumentalise pour renforcer son pouvoir, l'exemple le plus célèbre étant la conspiration Cadoudal-Pichegru de 1804, qui va conduire directement à la proclamation de l'Empire. Alors essayons de comprendre comment les choses s'organisent. Petite page de publicité. Donc, il s'agit du livre dont a parlé Karine, publié en
octobre dernier. Ça n'est pas, je fais une autre page de publicité, vous m'en pardonnerez, ce n'est pas mon dernier livre. Le dernier qui est sorti la semaine dernière, c'est une biographie d'un cycliste, André Darrigade, que certains ont sans doute encore en mémoire. Vous le voyez, on peut aussi travailler sur d'autres thèmes que Napoléon. Mais revenons à nos moutons. Vous connaissez ce tableau de Bouchot qui représente Bonaparte dans l'orangerie de Saint-Cloud le 19 Brumaire en 8. Ce tableau est directement lié à un mythe, désormais avéré, à un mythe qui a couru au cours de cette période, le mythe des poignards. Le 18 Brumaire, plus exactement le 19, à Saint-Cloud, Napoléon Bonaparte, qui rentre dans la salle des débats et tente d'apostropher les députés pour qu'ils parachèvent le processus qui doit conduire à la disparition du directoire, Bonaparte est pris à partie au point qu'il doit quitter la salle chahuté par ces mêmes députés. Il est déconfit, son projet paraît échouer, et à ce moment-là, son frère, qui présidait le corps législatif, dépose les attributs de sa fonction, sort dans la cour, s'adresse aux soldats qui sont autour de Napoléon et leur explique « Soldats, les députés, certains députés factieux ont cherché à assassiner votre chef, votre général. » Et là, les soldats qui appartiennent à une armée qui reste très républicaine considèrent que leur devoir est de défendre leur chef, et c'est fort de cette idée de factieux qu'ils vont entrer dans l'orangerie des Tuileries, l'orangerie de Saint-Cloud, et chasser les députés, ce qui va permettre le changement de régime, la fin du directoire et l'avènement du consulat. Naturellement, cette évocation de poignard qui aurait été brandie sur Napoléon ne repose sur aucun fait avéré. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'un certain nombre de députés étaient effectivement armés. Point de poignard, mais l'image est belle. Elle renvoie naturellement à l'idée du tyrannicide, elle renvoie au souvenir de César, tué par Brutus en 44 avant notre ère, et elle laisse entendre que le général Bonaparte, déjà presque chef de l'État, aurait été victime d'un attentat pour le faire disparaître, c'est-à-dire pour faire disparaître celui qui allait prendre le pouvoir. Formule habile qui va d'une certaine manière contribuer à enraciner l'idée que Bonaparte bénéficie d'une légitimité qui doit le conduire presque nécessairement à prendre le pouvoir. Sur ce tableau, il y a un personnage qui est Barthélemy Arena. Barthélemy Arena est un député corse. Les Arena ont longtemps été proches des Bonaparte, et puis ils se sont séparés, et les deux clans vont s'opposer. Ils vont s'opposer, les Arena restant très attachés à l'idée républicaine, tandis que Bonaparte, prenant le pouvoir, va chercher à réunir l'ensemble des Français, à rallier les deux ailes politiques du pays de l'époque, c'est-à-dire les Jacobins d'un côté, la gauche, les royalistes de l'autre, c'est-à-dire la droite. Alors précisément, cette réunion des forces politiques ne plaît pas à tout le monde. Il y a des opposants qui considèrent que Napoléon est un usurpateur, un tyran. Ce sont déjà des termes que l'on retrouve dès les premiers mois de son pouvoir, et que donc il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser d'autant mieux que le consulat s'est accompagné d'une limitation des libertés politiques. La presse a été largement muselée, une cinquantaine de journaux ont disparu, le droit de réunion a été supprimé, et l'ensemble des opposants
a fait l'objet de surveillance lorsqu'ils n'ont pas été arrêtés, voire pour certains déportés vers les Seychelles ou vers la Guyane. Donc l'opposition est en quelque sorte décapitée au début du consulat. Il reste néanmoins des noyaux d'opposants qui cherchent à imposer leur vue et qui considèrent donc que le seul moyen d'y parvenir, c'est de mettre un terme au pouvoir de Napoléon. On va voir trois catégories d'opposants, dont certaines se recoupent. La première catégorie, ce sont les républicains. La seconde, ce sont les royalistes. La troisième, ce sont les militaires. Alors les républicains, on les retrouve autour de ce sculpteur romain dont je vous parlais en commençant, Giuseppe Ceracchi. C'est un véritable jacobin. Il s'est enthousiasmé pour la Révolution française depuis Rome, s'est rendu aux États-Unis où il a découvert cette jeune nation américaine pour laquelle aussi il s'est enthousiasmé. Et lorsque Bonaparte arrive en Italie en 1796, il fait partie de ces jacobins italiens qui espèrent que Napoléon Bonaparte sera l'homme qui favorisera l'unité de la péninsule italienne. Les deux hommes se rencontrent. Ceracchi obtient de Bonaparte qu'il pose pour lui et il va commencer une statue de Bonaparte qui restera inachevée. Lorsqu'intervient le coup d'État, il est à Paris et il demande alors à revoir Bonaparte. Celui-ci n'a pas le temps de le recevoir et s'en félicitera par la suite puisque Ceracchi, en fait désabusé, resté attaché à ses idées républicaines, fait partie de ces hommes qui en octobre 1800 préparent un projet d'attentat contre Bonaparte. Il n'est pas le seul, je ne vais pas énumérer tous les protagonistes, et il y en a un autre qui est aussi intéressant parce que c'est aussi un artiste, un peintre, Topino Lebrun, et puis surtout un troisième, dont le nom va vous dire quelque chose, Joseph Arena. Le petit frère de Barthélemy, celui qui avait été impliqué, sans être partie prenante, dans le pseudo-complot des poignards de Brumaire. Joseph Arena est aussi un républicain. Il a également été député. Il a démissionné, il était colonel de la gendarmerie sous le Directoire, il a démissionné au lendemain du coup d'État et donc reste attaché à l'idée républicaine. Tous ces hommes projettent d'organiser un complot qui doit permettre d'assassiner par l'arme blanche, par le couteau, Bonaparte, lorsque celui-ci viendrait assister à un opéra. L'opéra, nous en reparlerons parce que c'est un lieu très fréquenté par Bonaparte, et donc un lieu où l'on peut assez facilement l'approcher. L'opéra se trouve alors à Paris, au centre, dans la rue qui s'appelle la rue de la Loi. C'est aujourd'hui la rue Richelieu, à l'emplacement de ce qui est le square Louvois, en face de la Bibliothèque nationale de France, enfin l'ancienne, mais toujours utilisée, avec un musée d'ailleurs qui a été inauguré il y a quelques mois. Le problème de ces conspirateurs, peu nombreux au demeurant, ils ne s'appuient pas sur une masse considérable de militants. Le problème de ces conspirateurs, c'est que souvent ils sont très bavards. Ils bavardent, ils racontent certains les projets qui sont en cours, notamment dans les cafés. Or, vous le savez, la police de Bonaparte est une police particulièrement efficace. Elle est alors dirigée par Joseph Fouché. La police, il faut l'imaginer non pas comme un service avec pléthore d'agents, il y en a finalement assez peu, il y a essentiellement des commissaires dans les principales villes, mais il y a un autre moyen de renseignement, ce sont ce que l'on appelle les mouches, les mouchards, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour fournir des renseignements à la police avec une attention particulière en direction de tout ce qui pourrait concerner des attentats ou des conspirations. Ces mouches, ce sont évidemment des habitués des cafés qui restent des lieux principaux de réunion
à l'époque, ce sont des domestiques qui vont dénoncer leur maître, ce sont des prostituées, ce sont des commerçants également, toutes sortes de personnages qui alimentent par ces renseignements donc la police. Et c'est ainsi que la police, en l'occurrence le préfet de police de Paris Dubois, est informé qu'un projet de conspiration est en cours. Que fait-il? Il aurait pu faire arrêter les conspirateurs, les jeter en prison. Il préfère les laisser faire et même les téléguider. Car c'est la police, en octobre 1800, qui va fournir aux conspirateurs les armes destinées à tuer Napoléon. Et le complot est infiltré également par des agents de police qui sont là pour vérifier la manière dont les choses vont s'organiser et puis surtout vérifier les dates et autres. Vous imaginez la suite. Lorsque le complot est déclenché, les principaux protagonistes sont arrêtés et emprisonnés. Napoléon n'a quasiment rien vu, même si son entourage a aperçu des mouvements autour de sa loge, et les conspirateurs ont donc été arrêtés. Ils ont été arrêtés et dans l'immédiat n'ont pas été jugés, mais nous allons voir quel sera leur destin dans un instant. Donc, premier exemple, un complot de républicains. Les républicains apparaissent alors comme les plus dangereux. Et lorsque le 24 décembre au soir éclate ce que l'on a appelé la machine infernale, premier attentat à la bombe de l'histoire contemporaine, Bonaparte pense immédiatement que les auteurs de cet attentat sont des Jacobins. Alors que s'est-il passé le 24 décembre 1800 ? Une tentative d'attentat contre Napoléon Bonaparte, non pas cette fois-ci avec un couteau, mais avec une bombe, ou plus exactement un baril de poudre dans lequel les conspirateurs ont inclus de la ferraille, qui est censé exploser au passage de la voiture de Bonaparte. C'est encore en direction de l'Opéra que se rend alors Bonaparte. Vous voyez sur le plan, ici, donc, les Tuileries. Vous savez que les Tuileries ont disparu, mais les Tuileries, le palais des Tuileries se trouvait là, donc ici c'est le Louvre. Et ici, il y avait des bâtiments et donc une rue, voilà, et ensuite on arrive ici vers l'Opéra. Donc le projet des conspirateurs, je ne vous dis pas encore qui ils étaient, le projet des conspirateurs était de faire exploser une charrette sur laquelle a été posé ce baril de poudre au moment du passage de Bonaparte. L'opération va en effet se dérouler comme prévu. 3 hommes sont impliqués directement, d'autres comparses ont également épaulé l'opération. Ces 3 hommes, l'un est celui qui a acheté le cheval, acheté la charrette, c'est le domestique, Carbon. Les 2 autres sont des figures connues de la chouannerie. L'un est Limoëlan, l'autre est Saint-Régent. Ce sont ces 2 hommes qui sont positionnés dans la rue Saint-Nicaise, donc ici c'est la rue Saint-Nicaise, ou la rue Nicaise, comme on dit à l'époque, parce que la déchristianisation est passée par là et les noms ont été raccourcis de leurs attributs religieux. Donc, Limoëlan guette l'arrivée de la voiture et lorsqu'il la voit arriver, il doit signaler à Saint-Régent le passage prochain de la voiture. À ce moment-là, Saint-Régent allume la mèche en espérant que le baril explose au moment du passage de Bonaparte. Vous l'avez compris, Bonaparte ayant survécu à l'attentat
la machine n'a pas explosé au moment de son passage, mais après. En effet, le cocher a aperçu cette charrette qui encombre la rue, une rue très étroite, et donc il a poussé ses chevaux et est parvenu donc à franchir l'obstacle avant l'explosion. Par ailleurs, Limoëlan a un peu tardé à indiquer l'arrivée de la voiture et Saint-Régent a allumé la mèche trop tard. La charrette a explosé néanmoins, faisant d'importants dégâts, tuant une quinzaine de personnes, dont la jeune fille qui tenait le cheval et qui disparaît dans l'affaire. Arrivé à l'opéra, Bonaparte, informé naturellement, il n'a pas pu ne pas entendre ce qui s'était passé, Bonaparte désigne immédiatement les septembriseurs, synonyme de jacobins, allusion au massacre de septembre 1792. Et il donne l'ordre immédiatement de faire arrêter les principaux chefs du parti jacobin, à Paris notamment, mais aussi en province. Un certain nombre d'entre eux seront d'ailleurs déportés. La police se met en chasse. Au terme d'une enquête assez neuve en matière de police scientifique, elle parvient à découvrir que les auteurs de l'attentat ne sont pas des jacobins, mais sont des royalistes, sont des chouans, Limoëlan et Saint-Régent. Alors comment parviennent-ils à cette découverte? Eh bien, on a d'abord fait une enquête de terrain, interrogé les passants, les commerçants, et on a pu reconstituer les mouvements des uns et des autres, des trois hommes qui ont gravité autour de la charrette. On a aussi fait un dessin du cheval, notamment de sa tête, qui était restée intacte. Et avec ce dessin, les enquêteurs sont allés chez les différents maquignons de Paris pour essayer de comprendre si l'un ou l'autre n'aurait pas vendu le cheval. Et l'un des maquignons explique qu'en effet, ce cheval lui appartenait, qu'il l'a vendu, de même qu'il a vendu une charrette pour l'accompagner. Nous sommes à une époque où les choses sont extrêmement surveillées, et donc le marchand avait noté naturellement l'identité de l'acheteur et son adresse, si bien que la police n'a eu aucun mal à s'emparer de sa personne. Ce fut un peu plus difficile, évidemment, une fois que l'homme a été arrêté, il s'est livré et on a pu remonter la chaîne. Ce fut un peu plus difficile d'arrêter les deux autres comparses. Saint-Régent s'étant caché, et notamment dans des maisons religieuses qui jouent un rôle important dans cette affaire. Limoëlan fait de même. Saint-Régent finira par être arrêté. Il faut dire qu'il a un signe particulier qui le rend assez facilement repérable. Il mesure 1,39 m et il était habillé d'une certaine façon qui faisait qu'on ne pouvait pas le manquer. Il est donc arrêté. Quant à Limoëlan, grâce au réseau des maisons religieuses que j'évoquais à l'instant et d'autres complicités, y compris familiales, il parvient à gagner la côte et se réfugie aux États-Unis. Le complot est donc découvert. Les principaux instigateurs hors Limoëlan sont arrêtés, jugés et guillotinés. Au passage, on en profite pour juger les conspirateurs du précédent complot, celui des poignards, eux aussi condamnés à mort et exécutés. Donc, en quelques semaines, Bonaparte a réussi à se débarrasser, si on ajoute à cela les emprisonnements, à se débarrasser des conspirateurs jacobins et des conspirateurs royalistes. Mais surtout, il va instrumentaliser l'affaire. D'abord par des procès, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, par une médiatisation de l'attentat qui va conduire à dénoncer les forces de l'enfer, démoniaques, sous le terme de machine infernale pour désigner la bombe qui a été placée sur sa route. Sous-entendu, ce qu'il veut laisser entendre, c'est que sa légitimité est mise en cause par des forces obscures dans un schéma très manichéen entre le mal d'un côté,
les Chouans en l'occurrence, et le bien qu'ils représentent. Et cela fonctionne, puisque d'une certaine manière, cet attentat va contribuer au renforcement de sa popularité. Ce n'est qu'une étape parmi d'autres, mais il est félicité, ou plus exactement, il reçoit des lettres de soutien très nombreuses de la part des principales élites du pays. Et donc il y a une utilisation à des fins politiques de cet attentat de 1800. Nous passons à la troisième catégorie. Après les Jacobins et les royalistes, je vais vous parler des militaires. Et en particulier des militaires dans cette année 1802, qui est une année très particulière pour l'armée. Très particulière parce que, d'abord, Napoléon Bonaparte a conclu la paix avec l'Angleterre le 25 mars 1802 à Amiens. Or, la paix conclue avec l'Angleterre signifie une évolution de l'armée dont on va dégraisser les effectifs, comme d'ailleurs ça avait déjà commencé à être fait dès 1801, et ceux qui sont, entre guillemets, chassés de l'armée, pour la plupart, ils sont placés en demi-solde. Ceux qui sont chassés de l'armée, ce sont des hommes qui présentaient des défauts particuliers. Le principal défaut, c'est d'être jacobins. Ceux qui sont politiquement trop à gauche sont renvoyés de l'armée. Autre défaut, la question des mœurs. Et troisième défaut que l'on retrouve très souvent dans les dossiers, ce sont les militaires, officiers, un peu trop portés sur la bouteille et qui sont donc également écartés de l'armée. Cela crée un groupe de déçus, prêts finalement à en vouloir à Bonaparte d'avoir mis un terme à leur carrière militaire, les renvoyant finalement à une condition beaucoup plus basse, que même si vous êtes en demi-solde, comme son nom l'indique, vous n'avez qu'un demi-traitement. Et certains ont même été renvoyés purement et simplement de l'armée. Il y a donc là un vivier particulièrement intéressant, important, dans lequel on va retrouver des futurs conspirateurs. Et puis 1802 est une année intéressante aussi parce que en 1802 se passent plusieurs choses. D'abord, la conclusion du Concordat, la promulgation du Concordat. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec les questions militaires? Eh bien, l'armée était très largement acquise à l'idée de déchristianisation. Et elle perçoit très mal le retour en arrière que représente la négociation d'un concordat avec le pape. Et les militaires de haut rang le font savoir lors de cette fameuse célébration de Pâques 1802 à Notre-Dame, où on célèbre à la fois la promulgation du concordat et la paix avec l'Angleterre. Ils le font savoir en dénonçant une capucinade et en protestant contre le retour du pape dans le jeu politique. Ah. Il me manque un personnage. Je voulais vous parler du général Delmazon. C'est pas grave, je pensais avoir sa photo, enfin son portrait, mais je ne l'ai pas. Troisième élément aussi du mécontentement, c'est l'amnistie des émigrés. En avril 1802, qui fait craindre un retour dans l'armée des officiers d'Ancien Régime au détriment des officiers qui ont fait toutes les guerres de la Révolution. Et si on ajoute que l'expédition de Saint-Domingue, qui a été lancée à la fin de 1801, commence déjà à être perçue comme un échec, on comprend pourquoi un certain nombre de militaires sont mécontents. Alors précisément en 1802, apparaissent plusieurs projets de conspiration. La plus étrange, c'est ce que l'on appelle l'affaire Donadieu, du nom d'un chef de bataillon qui, alors lui, est resté dans l'armée, mais est mécontent de ne pas avoir de promotion. Et on lui explique que s'il veut une promotion, il faut qu'il parte dans les colonies.
qu'il n'a pas très envie de faire. Et donc il s'acoquine avec un groupe de militaires qui préparent une conspiration, qui préparent un attentat contre Bonaparte, avec le projet, cette fois-ci, de réutiliser le couteau, le poignard, non pas à l'opéra, mais lors d'une revue que Napoléon effectue régulièrement. Il passe très régulièrement les troupes en revue dans la cour des Tuileries que vous avez vue tout à l'heure, donc devant le palais. Évidemment, il faut trouver l'homme qui pourra tenir le poignard, et c'est alors que Donadieu entre en scène. C'est lui qui va découvrir, qui va trouver la perle rare, si je puis dire, en la personne d'un autre militaire qui est alors dont on n'a pas de représentation graphique, mais je vous livre ici ses états de service. Pas sûr qu'on voit grand-chose, mais ça sort des archives de Vincennes. Cet autre militaire, c'est un ancien général, général Argout, qui est un personnage assez étonnant, qui a fait une assez belle carrière au moment de la Révolution. Il a participé aux principales campagnes jusqu'en 1798, où il est chassé de l'armée pour mauvais comportement. Et donc, il traîne son dépit depuis lors. Il a ouvert un débit de boissons dans l'Yonne, à Auxerre, et il a autre particularité, il a séduit une femme, la femme d'un notaire de Dijon. Il n'en est qu'à sa 3e union, c'est-à-dire qu'il est non pas bigame, mais trigame, ce qui est évidemment interdit par la loi et ne favorise pas sa réintégration dans l'armée. Venu à Paris en 1802, il a le projet de se suicider, et c'est alors que Donadieu quasiment le rattrape par la manche et lui dit après tout, quitte à mourir, autant en servir. Est-ce que vous ne voudriez pas participer à notre complot et être le bras armé qui tuera Bonaparte? Qu'à cela ne tienne, Argout accepte. Il empoche au passage l'argent qui est promis aux conspirateurs, argent qui vient d'Angleterre. Je n'ai pas précisé, mais il y a des agents royalistes qui sont aussi dans l'affaire et qui financent le complot. Argout disparaît et l'opération va échouer et les principaux protagonistes sont arrêtés. Je passe sur les détails, et il y a évidemment des révélations qui sont faites. L'affaire va échouer, mais elle est assez révélatrice de ce climat de tension qui règne dans l'armée. Dans l'armée ou chez les militaires qui ont appartenu à l'armée. L'autre affaire qui va nous intéresser, je vais en dire un mot rapidement, c'est l'affaire qui concerne précisément le général Delmas et le colonel Fournier, plus connu sous son nom, le nom qu'il adopte sous la Restauration, de Fournier-Sarlovez. C'est l'un des protagonistes du film de Ridley Scott, Les Duellistes, que vous avez peut-être en mémoire. Bretteur particulièrement réputé, c'est un hussard. Il a 30 ans en 1802, donc il n'a pas suivi le conseil de son ami Lassalle, puisqu'il est encore en vie, et il le restera par la suite. Le général Delmas a lui aussi une carrière riche à l'époque de la Révolution. Tous les deux sont restés républicains. Tous les deux donc, sont plutôt hostiles à Bonaparte. Et ils se retrouvent un soir d'avril 1802 chez le général Oudinot, du côté de Saint-Maur, dans son château de Paul-en-Gis. Ils se retrouvent pour un repas convivial entre hommes, entre soldats, entre officiers. Il n'y a pas que des adversaires de Napoléon, puisqu'on retrouve aussi dans ce dîner le général Marmont, par exemple, qui est un proche, voire un ami de Bonaparte. Le vin aidant, probablement, je n'y étais pas, mais on peut le supposer, des propos assez critiques sont tenus à l'égard de Bonaparte autour des thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, le concordat, l'amnistie des émigrés, etc. Et à un moment donné, Delmas
explique que s'il avait Bonaparte devant lui, il le désarçonnerait, image qui évidemment vaut autant pour sa stature militaire que pour le fait qu'il est au pouvoir. Et Fournier ajoute que s'il l'avait à sa portée, d'un coup de fusil, il l'abattrait. Vous imaginez que ces propos ne sont pas restés sans conséquence. Immédiatement, de bonnes âmes sont allées les répéter à Bonaparte, et Fournier, à commencer par lui, c'est celui qui avait tenu les propos les plus directs, Fournier est emprisonné. On va le retrouver d'ailleurs, c'est une anecdote assez amusante, on va le retrouver chez sa maîtresse, qui n'est autre que Madame Hamelin, l'une des plus belles femmes du consulat, et donc qui était la maîtresse de Fournier. Fournier, après 3 semaines de prison, est exilé dans son pays natal, à Sarlat, de même que Delmas, qui est également exilé. C'est la méthode la plus souvent utilisée par Bonaparte à l'égard des militaires. On les emprisonne quelques jours et ensuite on les renvoie dans leur région d'origine en espérant qu'ils ne feront plus de remous. L'objectif étant de ne pas laisser penser que l'armée serait fragilisée par des opposants internes. Oudinot, en revanche, n'est pas inquiété dans cette affaire, mais avec d'autres, comme Augereau et d'autres, et Moreau, bien sûr, dont on reparlera, il fait partie de ces officiers supérieurs dont le pouvoir se méfie. Mais l'affaire la plus intéressante, en 1802, sur laquelle je n'ai pas d'image, mais qui ne m'empêchera pas d'en parler, l'affaire la plus intéressante, c'est ce que l'on a appelé le complot des libelles ou des pots de beurre. L'affaire démarre à Rennes. Au printemps de 1802, Rennes, où a commandé jusqu'à quelques semaines plus tôt le général Bernadotte. C'est lui qui commandait toute l'armée de l'Ouest. Or, cette armée de l'Ouest, elle a une particularité. D'abord, c'est dans cette armée qu'on a puisé l'essentiel des troupes qu'on a envoyées à Saint-Domingue, d'où un certain mécontentement des troupes qui sont restées sur place et qui se voient menacées d'être envoyées en renfort. Et puis cette armée de l'Ouest, elle continue à lutter contre la chouannerie, qui théoriquement a disparu, mais il y a toujours des zones endémiques de résistance, et cette armée est donc composée de soldats qui ne cessent de patrouiller à travers la Bretagne pour pourchasser les derniers survivants de la chouannerie, ce qui là aussi crée quelques mécontentements. Et donc c'est de l'Ouest qu'un projet de soulèvement général de l'armée au niveau national est lancé. Bernadotte, je l'ai dit, est en arrière-plan. Il a été très certainement le commanditaire de l'affaire, même si rien ne le prouve. Aucun document, aucune trace ne laisse penser qu'il était véritablement derrière l'opération. Mais on a peine à penser que celui qui va en fait porter le chapeau, le général Simon, qui commande à Rennes, on a du mal à penser qu'il ait été le seul responsable dans cette affaire. Alors de quoi s'agit-il? C'est une opération qui consiste à diffuser à travers le pays, en direction d'officiers connus probablement pour leurs idées républicaines, donc de diffuser des textes, des libelles, des pamphlets, dans lesquels les auteurs, général Simon notamment, et puis un autre de ses adjoints, dénoncent Napoléon Bonaparte avec une thématique qui est très, très présente dans les écrits des opposants républicains. On y dénonce le tyran, c'est le principal argument, et on met aussi en avant des éléments qui ont trait à sa carrière politique et notamment à son rôle en Égypte, où il est dénoncé pour avoir fait tuer
des prisonniers, pour avoir fait empoisonner ses soldats, et même pour être responsable de la mort de Kléber, ce qui peut paraître assez saugrenu, mais fonctionne dans une partie de l'opinion publique. Et surtout, ces libelles appellent à un soulèvement général devant conduire à la destitution de Bonaparte. Vous imaginez que ces libelles ne sont pas restés clandestins. La police en est informée. Assez rapidement, l'un des officiers qui est alors en permission à Paris reçoit qui est originaire de Rennes, reçoit un des libelles en question. Il en parle à sa compagne, qui s'empresse d'aller voir, de se rendre à la préfecture de police pour raconter ce qui se passe. Et de fil en aiguille, donc, la police va remonter le réseau et progressivement arrivent d'un peu partout en France des lettres de préfets qui expliquent qu'ils ont trouvé tel ou tel mal, telle ou telle caisse, plus exactement, dans lesquelles on a retrouvé ces libelles. Alors pourquoi pot de beurre? Parce que ces libelles étaient cachées dans des caisses qui étaient censées transporter des pots de beurre. Vous savez que la Bretagne est spécialisée dans la fabrication de produits laitiers, d'où l'expression « conspiration des pots de beurre ». Rapidement, donc, le réseau est démantelé. On parvient à comprendre que le général Simon est l'auteur des libelles en question. Il est arrêté, ainsi que ses principaux collaborateurs. Et on arrête aussi l'essentiel des membres de l'état-major de Bernadotte. Lui n'est pas inquiété, mais vous le savez, Bernadotte est le beau-frère de Joseph Bonaparte, et donc il a des liens avec Napoléon. Indirectement, on ne l'inquiète pas, mais en revanche, son entourage est mis à l'écart, et un certain nombre des membres de cet entourage vont ensuite connaître des carrières interrompues ou ralenties, à l'image, par exemple, du jeune Marbeau, qui est le frère du général connu pour ses mémoires, qui devra, pour revenir dans le circuit, si je puis dire, passer par les colonies. C'était aussi une des punitions qui était infligée à ces officiers qui avaient manqué à leur devoir. En l'espèce, en 1802, aucune sanction autre n'est prise, au sens où il n'y a pas de jugement, et l'affaire va rester totalement inconnue. Aucune médiatisation n'est faite de ces affaires qui concernent l'armée, car, comme je le disais il y a un instant, le pouvoir ne veut pas que l'armée apparaisse comme un élément fragile. Il faut qu'elle reste un des pivots du régime consulaire, et donc c'est pour cette raison qu'aucune publicité n'est faite à cette affaire. À partir de 1803-1804, on va voir se développer une nouvelle forme de conspiration qui cherche à associer, ce qui n'était pas le cas précédemment, les différentes oppositions à Bonaparte. Le premier exemple, je ne les traiterai pas tous, le premier exemple, c'est ce que l'on connaît sous le nom de conspiration Cadoudal-Pichegru. Cadoudal, vous l'avez à l'image, c'est ce chef chouan, colosse, impressionnant, qui, depuis 1800, séjournait en Angleterre en exil, d'où d'ailleurs il avait supervisé l'attentat de la rue Saint-Nicaise, et qui, en 1803, alors que la guerre vient de reprendre entre la France et l'Angleterre, propose au gouvernement anglais d'ouvrir un second front, en quelque sorte, avec cette idée de débarrasser la France de Bonaparte. Dès le mois de juillet, des Chouans vont débarquer sur la côte normande, dans la région de Dieppe. Deux autres convois y parviendront en décembre 1803. Donc ça fait à peu près 60 à 70 hommes qui ont un objectif: enlever Bonaparte
sur la route qui conduit de Paris à Saint-Cloud pour ensuite l'assassiner et, le pouvoir étant vacant, remplacer Bonaparte par le souverain légitime et, en attendant, par intérim, par un prince français. L'opération nécessite des hommes parce que intercepter une voiture encadrée par des gardes suppose que la bande qui va attaquer la voiture soit plus nombreuse. D'où l'afflux massif de ces hommes venus d'Angleterre, renforcé également par des chouans qui arrivent clandestinement de Bretagne pour s'associer à la conspiration. Juillet 1803, février 1804, au passage, vous noterez que ces hommes vont vivre pendant plusieurs semaines dans la clandestinité, à Paris ou dans la région parisienne. Il faut de l'argent, et c'est là que l'on retrouve l'Angleterre qui a en effet payé, qui a subventionné l'opération de manière assez importante. J'y reviendrai dans un instant. L'opération donc était clairement établie, mais elle devait s'accompagner d'une autre entente. Parmi les hommes qui débarquent en France, il y a le général Pichegru, général de la Révolution, qui s'est brillamment fait remarquer donc, pendant les campagnes de la Révolution, avant de se rallier au parti royaliste en 1795 et de quitter la France en 1797. Donc il est à Londres depuis lors, mais il est resté populaire dans l'armée, dans une partie de l'armée tout du moins, et il accepte d'être l'un des protagonistes de la conspiration. Et surtout, il doit servir d'intermédiaire en direction d'un troisième homme, lui aussi général, le général Moreau, qui lui est un républicain très populaire dans l'armée, considéré comme le principal rival de Bonaparte. Il a gagné la bataille de Hohenlinden en décembre 1800 et depuis lors donc, fait figure de héros national, même si Bonaparte a tout fait pour minimiser cette victoire. Il n'est pas en bon terme avec Bonaparte, mais c'est une personnalité qui compte dans l'armée. Et donc, rallier Moreau à la conspiration, c'est évidemment le gage d'un succès presque évident. Le problème, c'est que Cadoudal et Moreau, qui vont se rencontrer à plusieurs reprises à Paris au début de l'année 1804, Cadoudal et Moreau n'ont pas tout à fait la même conception du changement de régime. Cadoudal veut se servir de Moreau pour obtenir le soutien de l'armée dans le but de restaurer la monarchie, c'est-à-dire de placer sur le trône de France Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Moreau a une autre hypothèse. Il est d'accord pour se débarrasser de Bonaparte, mais il se verrait bien prendre sa place et devenir donc consul, premier consul à la place du premier consul. Vous comprenez que les points de vue ne pouvant se rapprocher, l'opération est différée de jour en jour, jusqu'à ce qu'un des chouans de la bande à Cadoudal soit arrêté par la police, qui ignore évidemment tout du complot. Mais il est connu pour avoir eu des activités répréhensible et il est donc condamné à mort. Et au moment de passer de vie à trépas, on lui demande s'il n'aurait pas un dernier mot à ajouter, une petite confidence à faire à la police. Et c'est là que, probablement espérant avoir la vie sauve, il livre tous les secrets qu'il a gardés en lui et explique que depuis le mois de juillet 1803, des colonnes successives ont déferlé sur Paris et que 2 autres sont d'ailleurs prévues. La police découvre alors cette conspiration et va mener une opération extrêmement précise qui consiste
en présence du chouan en question, qui consiste à remonter la filière, donc de ferme en ferme, de Paris jusqu'à Dieppe. On va faire arrêter tous ceux qui ont porté assistance aux conspirateurs venus depuis l'été dernier. On va aussi placer des postes de gendarmes sur la côte pour intercepter les navires susceptibles de débarquer à nouveau des chouans. Les Anglais en ont connaissance, et évidemment ils repartiront en mer et plus personne ne débarquera. Pendant ce temps, la police continue son office à Paris. Elle fait arrêter les principaux protagonistes, un certain nombre de royalistes, parmi lesquels on peut citer les frères Polignac, qui avaient accompagné l'opération, qui sont des proches du comte d'Artois, donc le futur Charles X, et qui étaient là pour surveiller les intérêts de la famille royale, le général Moreau, le général Pichegru, qu'on retrouvera quelques jours plus tard au fond de sa cellule avec un garrot. Il est donc mort sans qu'on sache exactement s'il s'est suicidé ou si on l'y a aidé. Et puis le dernier, c'est Cadoudal, qui est arrêté en mars, non sans mal. Lorsqu'il voit arriver les inspecteurs, il tire sur eux. L'un d'entre eux est tué, l'autre est blessé, mais la police parvient à s'emparer de Cadoudal, sur lequel on va trouver à peu près 60 000 francs. Je vous le disais, le financement de l'opération a été particulièrement soigné. Ces 60 000 francs qui seront accordés à la veuve de l'inspecteur qui a été tué au cours de cette arrestation. Puis, les conspirateurs sont jugés et une partie d'entre eux exécutés, guillotinés, puisque c'est un tribunal civil qui a procédé à leur jugement. Mais entre-temps, Napoléon s'est emparé de l'affaire. Il a fait diffuser dans la presse toute une série d'adresses qui proviennent des municipalités, qui proviennent des régiments, des départements, des autorités diverses et variées, qui toutes vont dans le même but. L'opération découverte par la police était une opération conduite par l'Angleterre, par la perfide Albion, peut-on lire dans ces adresses. Il faut donc en finir avec l'Angleterre, d'une part, mais surtout, il faut pérenniser le pouvoir de Napoléon pour éviter qu'un nouvel attentat ne mette en péril l'édifice qui a été construit depuis plusieurs années. Et donc, par le biais de la presse, Bonaparte fait comprendre à l'opinion publique qu'elle doit s'acclimater à l'idée d'un retour de la monarchie en France sous la forme de l'Empire. Et pour enfoncer le clou, si je puis dire, Bonaparte va donner l'ordre de faire arrêter ce fameux prince français qui devait se substituer à lui s'il était mort. Et l'on pense, après des rapports de police ou de gendarmerie plus exactement assez médiocres, on pense que ce jeune prince, c'est le duc d'Enghien qui séjourne alors à Ettenheim dans le duché de Bade. Il est arrêté, il est conduit à Vincennes, jugé sommairement et fusillé le 20 mars 1804. Cette exécution s'inscrit pleinement dans cette volonté de restauration de la monarchie, mais d'une monarchie qui serait différente de la monarchie d'Ancien Régime. Le message est clair. Bonaparte, en faisant mourir le duc d'Enghien, c'est-à-dire un cousin de Louis XVI, rompt définitivement avec les partisans de l'ancienne monarchie. Il réédite en quelque sorte l'exécution de Louis XVI qui est intervenue 11 ans plus tôt, et d'ailleurs les royalistes en sont conscients. L'un d'entre eux, Chateaubriand,
datera de l'exécution du duc d'Enghien, ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, sa rupture avec le nouveau pouvoir. Vous voyez donc comment un attentat, qui n'a jamais eu lieu puisque la conspiration a été déjouée avant, comment un attentat ou un projet d'attentat a permis à Napoléon Bonaparte de se transformer de consul à vie en empereur. C'est une conséquence directe de la conspiration Cadoudal-Pichegru. Après une période de pause, comme si le passage à l'Empire avait finalement dissuadé les opposants d'en venir aux armes, on voit renaître des projets, en partie dans les rangs de l'armée, dont ce fameux complot que j'appelle le complot Servan-Mallet. On parle généralement de la première affaire Mallet, mais en réalité, le véritable instigateur de cette conspiration est un général qui vient d'être mis à la retraite, qui n'est pas un inconnu. Le général Servan a été ministre de la guerre au début de la Révolution, en 1792, et lui aussi fait partie de ces militaires qui ne sont pas favorables à Napoléon, devenu empereur, ne sont pas favorables à Napoléon et qui verraient bien son remplacement. Il a des liens avec un certain nombre de représentants du monde politique, et notamment des sénateurs, et il a multiplié également les contacts avec tout ce que le Paris de l'époque peut compter d'opposants au régime. Républicains, francs-maçons, membres d'une association secrète que l'on appelle l'association des Philadelphes, dont le rôle est plus important qu'on ne le lit parfois, qui elle aussi est liée à la franc-maçonnerie. Alors que veulent ces hommes? Leur projet n'est pas révolutionnaire. Le projet de Servan, c'est de rétablir la constitution de l'an 8, donc d'en finir avec l'Empire, mais de conserver un pouvoir fort avec 3 consuls, parmi lesquels il y aurait naturellement le général Servan. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et parmi les autres, il y aurait aussi notamment le général Moreau, dont le nom réapparaît régulièrement dans tous ces projets de conspiration. Il est un peu il est représentatif de cette opposition, d'autant que, je ne l'ai pas souligné, mais il a échappé à la mort et a été envoyé en exil aux États-Unis après l'affaire Cadoudal. Donc Moreau apparaît comme une caution tout à fait plausible pour une opération de ce style. Servan s'appuie pour ce projet sur l'idée que Napoléon risque prochainement d'être défait sur le plan militaire. Les coalitions ne cessent de s'accroître. Et d'une certaine manière, en 1807, le semi-échec de la bataille d'Eylau le conforte dans cette opinion que, après tout, Napoléon pourrait un jour être vaincu. À l'inverse, la signature de la paix de Tilsit avec la Russie et le retour triomphal de Napoléon à Paris en août 1807 laissent craindre que la popularité de l'empereur soit renforcée, qu'il soit difficile d'envisager son remplacement. Qu'à cela ne tienne, le projet continue à être dans les cartons, si je puis dire, jusqu'au printemps de 1808, où à nouveau une perspective s'ouvre. Napoléon est parti à Bayonne pour régler les affaires espagnoles. Et là, Servan se dit, c'est peut-être l'occasion de lancer le mouvement. Le problème, Servan meurt. Donc, la conspiration n'a plus de chef. Quoique, un autre général se présente, en la personne du général Mallet, lui aussi républicain, lui aussi personnage assez sulfureux, qui a été renvoyé, il était en poste à Rome, il a été renvoyé à Paris parce que pour être jugé, il touchait des pots de vin de la part de tenanciers de maisons closes à Rome.
et finalement il se dit que plutôt que d'être jugé à Paris, s'il prenait le pouvoir, eh bien l'affaire serait réglée. Alors lui aussi va faire agir ces réseaux, notamment le réseau franc-comtois qui croise celui des Philadelphes, et il reprend en main l'opération, il fait imprimer des proclamations pour annoncer la mort de Napoléon, mais il se heurte à une police qui est tout de même bien organisée, qui avant de l'opération, et qui avant même que quelques mouvements aient lieu, va finir par arrêter les conspirateurs et par les enfermer. Mallet, notamment, sera enfermé à la maison de la Force, à la prison de la Force à Paris. En 1807-1808, on est donc dans une conspiration qui réunit essentiellement des républicains. Une autre conspiration, à peu près à la même date, va s'organiser, mais pas à Paris. Non, je vais revenir un peu en arrière. Pas à Paris, mais dans le sud de la France. J'en dis un mot rapidement. C'est ce que l'on appelle la conspiration du Midi. Elle a deux pôles principaux. Le Var, et notamment Grasse et Toulon. Grasse, où un certain général Guidal, opposant lui aussi au régime de longue date, va organiser des groupes de militants républicains qui ont pour objectif de s'attaquer aux plus riches. Il y a une dimension sociale dans cette conspiration du Midi, de s'attaquer aux plus riches pour provoquer une sorte de révolution qui doit conduire à un soulèvement général. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille et Aix, des groupes similaires, mais surtout composés de notables, émergent autour de la figure de Barras, l'ancien directeur, qui est à ce moment-là donc, dans sa maison du côté d'Aix et qui joue un rôle important dans cette opération. L'opération fait apparaître aussi des convergences entre républicains, particulièrement les républicains varois, et royalistes. Et enfin, cette conspiration va se traduire aussi par des prises de contact entre conspirateurs et Anglais, avec l'idée de faire intervenir la flotte anglaise dans le sud de la France pour aider au soulèvement général qui doit conduire à terme à la destitution de Napoléon. Donc c'est une opération qui s'est développée sur plusieurs années, qui finit par un échec. Il y a une tentative de soulèvement en 1812, mais rapidement réprimée par la police, et les principales figures de la conspiration sont arrêtées. Et c'est à cette occasion que le général Guidal, arrêté, est envoyé et transféré à Paris, où il se retrouve en 1812. En 1812, et je terminerai par là, je vais passer sur Staps, en 1812, où se déroule la seconde affaire Mallet, 4 ans plus tard, à peu près sur des bases similaires, c'est-à-dire que Mallet reprend le projet de Servan, le projet de 1808, veut faire croire à la mort de Napoléon, qui se trouve alors en Russie. Il fait croire à sa mort sous les murs de Moscou, et il se présente en habit de général. Il a réussi à quitter la maison de santé où il était interné dans l'Est parisien grâce à des complicités. Il parvient, en se présentant à un colonel d'un régiment qui est encaserné à proximité, il parvient à le convaincre que le Sénat lui a confié le soin d'organiser un gouvernement provisoire au sein duquel on retrouve quelques-unes des grandes figures de l'opposition au régime, opposition supposée, notamment le général Moreau, mais aussi Lafayette, Sieyès et d'autres
qui apparaissent ici dans une liste sans naturellement avoir été consultés. L'opération est une opération qui a été menée assez rondement. Le général Mallet va donc réussir, en convainquant ce colonel, va réussir à obtenir des troupes, et avec ces troupes, il sillonne Paris et fait libérer 2 généraux qui étaient emprisonnés sur lesquels il compte, le général Guidal, dont je viens de parler, et l'autre est le général Lahorie. Vous voyez leurs états de service dans leurs dossiers du service historique de la Défense. 2 généraux. Lahorie a une particularité que vous connaissez sans doute, c'est l'amant de la mère de Victor Hugo. Victor Hugo a donc séjourné pendant plusieurs années rue des Feuillantines à Paris, dans l'actuel 5e arrondissement, auprès de ce couple que formaient sa mère et le général Lahorie. Général Lahorie qui, à l'époque, se cache de la police, déjà, parce qu'il est suspect. Il finira par être arrêté et il est donc en prison à la force en 1812. Lahorie et Guidal vont épauler le général Mallet pour s'emparer du ministre de la police, Savary, du préfet de police, Pasquier, et de quelques hauts fonctionnaires qui sont emprisonnés à leur tour. Guidal a tout de même quelques scrupules, et au moment d'aller arrêter Cambacérès, ce qui aurait été logique, puisque Cambacérès, archichancelier, fait figure de Premier ministre à l'époque, il a quelques scrupules, il erre dans Paris et il ne se rendra pas au domicile de Cambacérès. Quant à Mallet, il était chargé de s'emparer de la personne du général Hulin qui gouverne alors Paris, qui est le gouverneur militaire de Paris. Il est reconnu, il tire sur Hulin et le blesse grièvement, mais il est arrêté et en quelques heures, alors que pendant toute la matinée du 13 octobre 1812, Paris avait été aux mains des insurgés, en quelques heures, voire en quelques minutes, l'armée reprend le pouvoir, reprend le contrôle de la situation et les conspirateurs sont enfermés, ainsi d'ailleurs que les officiers qui s'étaient laissés convaincre de participer, sans savoir de quoi il en retournait, de participer à l'opération. Ils sont jugés très rapidement et fusillés, pour la plupart, à l'exception de 2 d'entre eux qui seront graciés. Vous en voyez ici une image, ils sont fusillés, puisque c'est une commission militaire, cette fois-ci, qui a porté son jugement. Alors, pour terminer, vous le voyez, une dizaine de conspirations à peu près peuvent être relevées au cours du consulat et de l'Empire, avec une intensité plus forte au début de la période, comme si on cherche alors à se débarrasser d'un chef de l'État qui apparaît comme encore fragile. Et puis au fur et à mesure que les années passent, les conspirations se font en revanche plus denses dans la perspective politique, avec de vrais projets politiques de remplacement qui s'appuient aussi sur des hommes dont on pense qu'ils pourraient être des opposants au régime napoléonien. Finalement, un seul cas, et je terminerai par là, un seul cas de complot isolé, c'est celui de Staps en 1809 à Vienne, complot donc fomenté par ce jeune Allemand qui voulait rétablir la paix en Europe, qui voulait aussi libérer l'Allemagne de l'occupation française, qui se rend donc à Vienne où séjourne alors Napoléon, plus exactement à Schönbrunn. Il a acheté un énorme couteau, il profite de la revue militaire qui a lieu, qui se déroule à ce moment-là, mais il est repéré par un des aides de camp de Napoléon, le général Rapp, qui l'intercepte. On découvre sur lui le couteau en question et Staps est alors interrogé sur ses motifs, interrogatoire particulièrement intéressant auquel d'ailleurs Napoléon va prendre part, s'étonnant de la culture de Staps, s'étonnant aussi qu'à sa question « est-ce que si
vous renoncez à votre projet, si je vous gracie, est-ce que vous renoncerez à votre projet? Staps répond que non, il tient fermement à faire disparaître Napoléon. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles, finalement, Napoléon, à Sainte-Hélène, conservera le souvenir assez tangible de cet épisode de 1809, épisode qui lui aussi a eu des conséquences, puisque c'est ce qui va hâter la signature de la paix avec l'Autriche. Napoléon se sent menacé, il veut rapidement rentrer à Paris, mais ces jours ne sont pas encore comptés, et vous savez qu'il faudra attendre, après d'autres tentatives, notamment à l'île d'Elbe, d'autres projets pour le faire disparaître. Il faudra attendre 1821, le 5 mai très précisément, pour que Napoléon quitte cette terre, non pas, comme on l'a dit parfois, empoisonné par les Anglais ou quelques comparses que ce soit, mais bien de maladie, et en particulier d'un ulcère à l'estomac. Je vous remercie de votre attention.